Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5 pour une nouvelle saison de podcast. Je suis votre hôte Sativa, je suis entouré de l'équipe au complet pour cette première. Réad, Pop et Doc, bonsoir tout le monde. Salut. Alors, comme souvent, l'été, on a un peu de mal à se retrouver. On a réussi à faire une émission et on parle un peu d'en faire plusieurs et voilà, avec les occupations de chacun. Et je pense qu'on aime bien ne rien branler de l'été. On n'en a pas profité pour en faire d'autres, mais c'est pas grave, ça va nous laisser l'occasion de discuter de pas mal de choses puisqu'on attaque les previews de division comme l'an dernier. On va pouvoir récapituler un peu les mouvements de chaque équipe. Qu'est-ce que la saison à venir euh, prévoit qu'est-ce qu'on prévoit pour chaque équipe pour la saison à venir et même pour le futur plus loin. Donc, comme je disais, comme l'an dernier, on a décidé de découper en divisions, ce qui aura lieu donc à 6 émissions de preview. Et je crois que l'an dernier, j'avais attaqué aussi par cette division, mais je vous propose de parler de la division Atlantique qui se trouve dans la conférence Est pour commencer. Je vais prendre les équipes dans l'ordre inverse du classement de l'an dernier. Donc on commencera par parler de Toronto et on finira par Boston qui était la meilleure équipe de la division et deuxième de sa conférence. Voilà, je ne vais pas traîner plus longtemps pour présenter parce qu'on a quand même pas mal de boulot. Je vous propose tout de suite d'entamer sur les Toronto Raptors qui seront donc la première équipe que nous allons présenter cette année. Donc, Toronto a terminé l'an dernier hors des playoffs. Ils étaient au play-in. Ils ont perdu, je crois, au premier match du play-in, si je me souviens bien. Ouais, comme des merdes contre Chicago. C'était contre Chicago, c'est bien ce qui me semblait. Donc avec un bilan parfait à 50% de 41 victoires, 41 défaites. Pas mal de mouvements cet été avec le départ notamment de Van Vliet à la Free Agency qui est parti du côté de Houston et remplacé, on va dire, du coup par Dennis Schroeder à la main. Pas énormément de mouvements. Je note quand même que le frère McDaniels Jalen a rejoint l'effectif. Ça reste un wing intéressant. Jakob Poeltl a été re-signé, si je ne me trompe pas. Il était expirant, il a été re-signé. Et voilà, c'est les seuls mouvements importants de l'effectif. Du coup, la question que j'aimerais vous poser, c'est, je me demande si c'était pas déjà un peu la question de l'année dernière, mais est-ce que Toronto n'est pas mieux à tout casser et reconstruire autour de Scotty Barnes notamment, qui est leur futur franchise player, plutôt que de continuer à se battre désespérément pour accrocher 40 victoires tout au mieux. Je veux dire, t'as déjà perdu Van Vliet et Siakam est expirant cette année si je me trompe pas. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de la situation de Toronto et de ce qu'ils devraient faire à l'avenir? Bon, je me lance du coup. Moi, je pense qu'ils sont contraints de rebuild. En fait, c'est Van Vliet à arrêter le rebuild en partant. À partir de là, je sais, honnêtement, jusqu'à maintenant, je sais pas si Siakam va commencer la saison avec eux. Ça peut encore s'accélérer très vite. Avec un autre Camerounais aussi dans la même division où il y a des trucs, tu sais pas, c'est très vite, tu peux avoir, comme le trade Lillard, au final, on pensait que ça se ferait pas avant la trade deadline. Ça s'est accéléré d'un coup, ça s'est fait. Et Siakam fait partie de ces gars-là actuellement pour moi. Pourquoi pas au 8 par exemple, déçu de ne pas avoir fait venir Lillard. Pourquoi pas ailleurs, je ne sais pas encore. Mais en l'état, sinon, il y a trois chantiers et l'équipe va clairement nulle part à mon sens. C'est après, je suis pas sûr que vous avez prévu d'être aussi bon, entre guillemets, ces 2 dernières années, quand ils commencent justement à nettoyer l'effectif et qu'ils se sont retrouvés un petit peu le cul entre deux chaises. Maintenant, il y a peut-être aussi Jerry qui demande beaucoup trop pour Van Vliet à l'époque, pour Siakam. Et tu te retrouves avec Van Vliet qui part gratos, quoi. Après, on va dire que les remplacements qu'ils font sont cohérents par rapport aux partants, mais après, voilà, comme tu dis, on sait pas qui reste, qui part. T'as l'impression que l'équipe peut être cassée du jour au lendemain, comme aller jusqu'au mois de février. C'est ça, on avait un peu vu avec les Raptors, quoi. Ouais, je suis un peu d'accord. Globalement, je te rejoins, je pense, Réa, sur le fait que la direction ne s'imaginait pas aussi haut et s'imaginait pouvoir faire une transition assez douce en prenant 30 victoires, 35, et de fait récupérer des rookies un peu supérieurs à ceux qui récupèrent dans les faits. Mais bon, le fait que Siakam, notamment Siakam, ait ultra dépassé les attentes, parce qu'on en parle assez peu, en vérité, vu que Toronto n'est pas
d'une part pas une équipe très attrayante et d'autre part ne gagne pas. Mais le niveau qu'affiche Siakam individuellement est, est monumental en fait. Donc ça porte l'équipe. Mais euh, là où je rejoins Doc, c'est que le départ de Van Vliet, c'est vraiment un aveu du fait que Toronto ne veut plus être compétitif. Parce que sur l'immense point faible de l'équipe qui était la création, eh ben, tu perds ton meilleur créateur. Et si bien qu'on parle de Scottie Barnes en tant que porteur de balle principal en ce moment, et même peut-être de potentiel poste 1 sur le papier. Donc, dès lors que tu envisages des solutions comme celle-ci, tu vois bien que tu es plus dans le stade de l'expérimentation, pas vraiment dans la sûreté et la recherche de victoire maintenant. Et donc, tu vas sans doute reconstruire via un trade de Siakam, via un trade peut-être de Nunobi, même si t'es pas obligé pour le coup. Et peut-être Poeltl qui va être évacué également à la deadline s'il n'est pas satisfaisant. Après, par rapport à Van Vliet, je voudrais rajouter un point par rapport à ce que tu dis. C'est sûr qu'en ne le gardant pas, clairement, c'est pas, ça va pas me montrer que tu veux aller vers l'avant. Mais est-ce que c'est pas un choix aussi de dire, voilà, Van Vliet, on veut bien le garder jusqu'à temps, par rapport à ce qu'a mis Houston, désolé, on va pas suivre, sinon on va se foutre une balle dans le pied. Moi, c'est l'impression que ça me donne un peu qu'ils auraient bien voulu garder Van Vliet, mais pas à ce tarif-là. Si t'as un joueur à sacrifier, c'était pas Van Vliet. Hein. C'est de être compétitif en tout cas. Ouais, voilà. Oui, ils auraient des problèmes de payroll parce qu'il y a Siakam qui va prendre ce contrat, il y a OG Anunoby aussi qui va refuser sa PO et qui va prendre un contrat, voilà. Mais dans ce cas-là, c'est pas Van Vliet qu'il faut laisser partir, quoi. Genre si tu re-signes pas Jakob Poeltl à ce prix-là, ou tu laisses partir Gary Trent à la fin de cette saison, mais je sais pas, mais tu sépares pas de ton meneur titulaire, quoi. Ton seul meneur, en fait. Après, il est quand même. Je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas, moi, ça m'a. Je me dis que j'aurais hésité à mettre autant. Après, Houston, je pense que c'est pas un hasard s'ils ont proposé un contrat aussi énorme. Oui, il a quoi, 40 millions de l'année au moins, je crois que c'est 120 sur 3, quoi, en gros. C'est pas ça. C'est pas... 130 même. Ouais, je crois que ça me semble bien que ça va un peu plus que 40 l'année. Ouais, c'est pas étonnant. Après, tu sais très bien que t'as besoin de mettre un max de pognon pour faire hésiter l'autre et voilà. Mais je me demande en même temps si Van Vliet avait envie de rester aussi, d'ailleurs. Hein. J'avoue, quand tu vois quand tu vois que t'es en droit de te dire que tu comprends pas où ta franchise elle va. Parce que l'an dernier, déjà, on parlait déjà de rebuild, on parlait beaucoup de rebuild à la trade deadline aussi. Au final, ils ont tradé un first round pick pour Jacob et ils l'ont signé. Là, du coup, c'était un tarif quand même, je vais pas dire exorbitant, mais il n'est pas donné, quoi. 20 millions la saison, c'est pas donné. T'es en droit de te demander un peu aussi où est-ce qu'ils vont, en fait. Les mecs, ils sont contents de faire 48. Ils ont changé de coach aussi, ça, on n'en parle pas. Ouais, non, mais d'ailleurs, c'était une catastrophe. Enfin, après, c'est Nick Nurse avait fait son temps. Non, mais là, c'est une catastrophe. Là. Ça ressemble Ouais. à rien. J'en parlais des fois dans l'année, j'ai dit, mais ces rotations, elles ne ressemblent à rien du tout. Je comprends pas ce qu'il fait. Oh, elles sont simples, hein. Incompréhensible. Tous les titulaires à 48 minutes et vraiment, quand ils tirent trop la langue, tu remplaces. Mais même, il y a même juste, mais... il y a des joueurs, leur temps de jeu. Enfin, Chris Boucher, d'un match à l'autre, c'est 28 minutes un match, 5 le suivant, puis 15. Il avait peut-être besoin de ça pour se remettre en question, parce qu'à la base, c'est pas un vrai coach, Nurse, hein, donc. Mais ces rotations, c'est pas la première fois qu'on lui dit qu'elle pose problème. Moi, Nurse, je suis content qu'il ait sauté, mais moi, Masai Ujiri, le totem d'immunité, il y a un moment, moi, je trouve que il faut arrêter. Il fait n'importe quoi. Hein. Il a le cul entre deux chaises et il fait un move à la deadline qui est déjà un peu suspect quand même de lâcher un first pour un pivot. Et surtout, le signer à 20 millions la saison alors que tu as OG, Siakam et Trent qui sont free agent aussi cette année. Ah, malheureusement, à partir du moment où tu as lâché un first, tu es obligé de la re-signer. Ouais. Et ouais, c'est d'accord aussi sur le fait que Ujiri n'avait vu aussi. Moi, je pense qu'il veut. C'est pas lui aussi, il a dû faire son temps, je pense. Et il a besoin d'être un peu. Comme Ainge à Boston, à un moment où qui avait fait son temps, aussi bon avait-il été pour les Celtics. Hein. Moi, je pense qu'il veut sauver sa peau et qu'il veut pas de si tant qu'il sait qu'il va sauter. Moi, je le vois comme ça. Hein.
Je pense que s'ils tankent et que ils sont en rebuild, ils pensent que sa position va sauter et ils préfèrent tenter une saison à 45, peut-être 50 victoires et sauver sa place. Hein. Ça reste ça reste des mecs qui veulent conserver leur boulot derrière ça. Ouais, après, il leur trouve À 50. un peu n'importe où, lui. Hein. 50, c'est ambitieux. Ouais, C'est sûr que même c'est- 45. Ah mais je suis d'accord, hein, moi aussi, 45 c'est ambitieux, mais bon. Hein. Peut-être Après, c'est- la seule question que je me poserais, mais qu'on n'a pas encore posée selon moi, c'est, on dit qu'on sait pas où ça va, mais Washington, ces dernières années, c'était un petit peu pareil, et de ce que j'ai cru comprendre, à Washington, par exemple, c'est le proprio qui voulait absolument pas qu'on tank. Oui, Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce même genre d'histoire à Toronto? je sais pas. En tout cas, s'il y a un trade, je pense qu'ils ont loupé le coche sur la valeur des joueurs. Oui, je pense aussi. C'est Siakam, là il est expirant, il va avoir 30 ans, il y a un gros contrat qui arrive, tu vas pas en tirer la lune. Oji, il est plus jeune, à la limite si tu veux le vendre ça ira mieux, mais bon, ça reste un mec à signer. Déjà les mecs expirants, c'est tout de suite ça rebute beaucoup, hein, dealer pour un mec expirant de toute façon. Ça, enfin bon, une belle saison pour Toronto encore. On en reparlera à la fin déjà quand je vous demanderai les pronos, on en reparlera, mais je pense que ça va être salé. Je pense que ça va être salé. Passons à Brooklyn, qui a terminé l'an dernier à 45 victoires pour 37 défaites, qui était directement en playoff l'an dernier et qui s'est fait balayer par les Sixers en playoff. Alors, ce que j'ai noté dans leur intersaison, je crois qu'elle était plutôt tranquille aussi. Ils ont balancé Joe Harris, ils ont perdu Seth Curry. Ils ont signé Basley, ouais, ils n'ont pas changé grand-chose, hein, c'est bien ce qui me semblait. Il y a juste Cam Johnson qui a re-signé du coup, qui a re-signé du coup un contrat bien sympatoche. Est-ce que vous êtes confiant pour les Nets cette saison? Est-ce que Ben Simmons peut retrouver un niveau de jeu à un minimum décent? Est-ce que à la deadline, les Nets sont acheteurs ou sont vendeurs? Je pense notamment à Dinwiddie qui est expirant cette année, même Simons hein, qui arrive bientôt à la fin de son contrat, donc ça peut être un mec que tu as envie de bouger pour X ou Y raison. Comment vous voyez l'avenir des Nets cette saison? Alors, dans l'ordre, non, non et oui. Plus ça, pour moi, les Nets, les 45 victoires de l'an dernier sans trompe-l'œil, hein, combien ce groupe en a réellement obtenu? Même si ça s'est pas mal démerdé. Hein. On s'attendait tous à ce que ça coule beaucoup plus rapidement et ils ont bien résisté, ils ont fait de leur mieux. C'est bien, c'est tout à leur honneur, mais voilà, les tours de draft sont loin, donc après, on sait ce que peut faire un 58e pick de draft, mais quand tu regardes un petit peu ce qui est arrivé, t'as un pick 21, un pick 22, un pick 51. Tu dis que peut-être ça deviendra des très bons joueurs, mais ça risque pas d'être tout de suite. Et franchement, Free Agency, Basley, Giles, Smith Jr., Lonnie Walker et Watford, ouais, ça pue pas envie de gagner, quoi. Hein. C'est plus, voilà, faut remplir l'effectif, faut donner les contrats, et tu laisses partir Harris, tu trades Harris, Après, ils ont pas de marge, hein. Ouais, ça je dis pas, mais est-ce qu'il n'y avait pas mieux ou alors tu casses tout, je sais pas, mais pour moi, en tout cas, l'impression que ça me donne, c'est on va essayer de faire bon, il y en a quelques-uns qui veulent le garder, ça c'est sûr, mais ça va essayer de faire stater un peu dans le vide et puis par exemple vendre Dinwiddie par exemple ou comme tu disais Simon, peut-être un seul des deux, mais oui, je pense que l'effectif des Nets de début de saison sera pas mal différent de celui de fin de saison et que ça va aller dans le sens des résultats qui baissent de plus en plus. Après, de toute manière, fallait bien recommencer la reconstruction par quelque chose et comme tu dis, même par rapport au payroll, ils pouvaient pas non plus, ils n'avaient pas le payroll pour tout recommencer en une saison. Moi, je suis pas tellement d'accord sur le fait qu'ils doivent vendre. D'ailleurs, j'ai même pas en tête leur pic là, s'ils peuvent tanker, se permettre ou pas sur les années à venir déjà ou pas.
Entre ce qu'ils ont tradé, ce qu'ils ont récupéré, Voilà, enfin, j'avoue que j'ai pas été regardé. Mais en gros, actuellement, pour moi, ils ont 3 joueurs titulaires. Ben Simmons, Michael Bridges et Nick Claxton. Et tu dois trouver comment est-ce que tu articules avec ces trois-là. Enfin, quels sont les 2 joueurs que tu rajoutes autour pour avoir un 5 compétitif. Ils ont des solutions en interne déjà. Déjà, ils ont des questions aussi en interne. Ils ont une grosse question sur Ben Simmons. Est-ce que c'est encore un joueur de basket? Parce que sinon, on le rappelle quand même, les All-Star, c'est 2 ou 3 premières saisons, je sais plus. Mais donc, c'est déjà un multiple All-Star. Il a prouvé sa valeur quand même dans la ligue. Donc, s'il revient, ne serait-ce qu'à ce niveau, en gardant les défauts qu'il avait, c'est déjà pas mal pour les Nets. T'as Mikal, qui lui, concrètement, pour moi, a fini la saison au-dessus de son niveau actuel. Et est-ce que je me trompe? Est-ce que vraiment c'était son niveau? Est-ce qu'il pourrait encore progresser? Est-ce qu'il nous fait une cowboy, tout simplement? Et par rapport à ça, c'est en gros, si Mikal peut répondre à ces attentes-là, c'est un franchise player et un super lieutenant avec Ben Simmons. On part du principe qu'il est en santé. Et puis ensuite, tu as la question de Nick Claxton qui montre des bonnes choses. Qui a encore, on sait que les pivots, c'est plus lent à développer. Il est arrivé, il faisait 32 kilos, il en fait 60 maintenant. Donc il y a encore quelques kilos à prendre pour vraiment tenir sa place. Et ensuite, autour de ça, t'as Dorian Finney-Smith qui sera toujours utile, qui a un contrat, c'était un braquage. T'as du Cam Johnson, bon, c'est un braquage dans l'autre sens. Là où tu te demandes entre lequel des deux tu mets dire, en fonction de comment tu mets Ben Simmons dans le 5. Et ensuite, on va dire, tu as la question aussi sur est-ce que tu mets plutôt un Cam Thomas, Dinwiddie ou Lonnie Walker pour commencer avec ces gars-là, des choses comme ça. Et seulement quand tu auras des réponses en interne là-dessus, sur ton 5 et comment tu organises tes rotations, c'est tu pourras te poser la question sur ce que tu vas chercher. Mais pour moi, là, ici, il s'oriente vers une saison allez, pour faire vraiment large, entre 35 et 45 wins. Et puis ensuite, ils se poseront des questions. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Enfin, pas forcément sur les conséquences et où je vois Brooklyn, même si je n'en suis pas très loin non plus, mais surtout sur le constat d'exprimer l'idée que Brooklyn n'a pas forcément obligation de bouger et que pas mal de pièces importantes de cette équipe sont ou jeunes ou pas périssables tout de suite, on va dire. Je pense que Finney-Smith, s'il n'est plus tout jeune, bon, sa valeur va pas chuter en 2 ans et tu regretteras pas dans 2 ans de ne pas l'avoir vendu parce que bah, t'en tireras toujours entre 1 et 2 pics en gros. Donc peu importe, à la limite. Et je pense que Brooklyn a tout intérêt à jouer crânement sa chance avec sur le papier un 5 qu'on pourrait imaginer avec Dinwiddie, Bridges, Finney-Smith, Cam Johnson et Claxton par exemple. Je pense que c'est ce qui va être fait. Bah, c'est pas si mal. T'as du foot, tu défends, tu manques énormément de création, évidemment. Et c'est un peu le fléau de toutes les équipes middle. Hein. De toute façon, c'est ce qui différencie les équipes moyennes des très bonnes équipes. Mais t'as quelque chose de cohérent et qui peut cliquer si ça marche bien. Ça dépendra très fortement du niveau de Dinwiddie quand même, de celui de Bridges, mais je pense qu'on est à peu près certain qu'il n'aura pas 25 points. Par contre, Dinwiddie, dans un rôle de lieutenant, bah ça, on l'a pas vraiment vu depuis son retour de blessure et peut-être qu'il peut nous, nous surprendre en fait. Donc voilà, moi je pense que cet effectif, il est pas si faible, mais qui paye clairement le fait que bah, dans la division, il y ait des valeurs sûres et que n'en font pas partie, un peu à l'image de Toronto, même si les pentes semblent opposées. Disons que Toronto semble sur une pente descendante, Brooklyn plutôt l'inverse, mais, mais voilà, ils perdent vis-à-vis de la concurrence. Intrinsèquement, c'est pas vraiment le cas. Alors, je veux juste préciser, j'entends ce que tu dis sur Dinwiddie, et je serais très content pour lui qu'il fasse une très bonne saison, mais à un moment, par rapport à son contrat, par rapport à ça, est-ce que les Nets gagnent, enfin, s'ils ont une bonne offre, enfin, je dis pas qu'ils sont dans l'obligation de le vendre tout court, mais que si en cas de bonne offre qui vaille le coup de le vendre, est-ce que vaut pas mieux le vendre et toucher une bonne offre, après à définir la bonne offre, bien sûr, que le garder et faire une ou deux places plus haut
mais toujours en milieu de classement. C'est en ça que je dis, je pense que je les vois obligés de bouger parce que je pense qu'ils vont quand même avoir des bonnes offres pour un Dinwiddie, voire pour un Simons. De toute façon, financièrement, ils seront obligés de faire quelque chose, que ce soit à la deadline ou à l'été, parce que t'as Claxton qui est à re-signer et qui va bénéficier d'un gros contrat, hein, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et autant t'as de la chance pour que Mikal soit pas très cher, que même Cam Johnson, je trouve qu'il est pas si cher que ça, même s'il y a un peu de projection sur ce contrat, mais franchement, ce contrat est plutôt sympa. Mais bon, Ben Simmons est à 46 millions l'an prochain, si t'arrives pas à le dégager de tes comptes, bah, je suis pas sûr que tu puisses garder et Claxton et Dinwiddie. C'est toujours le même problème. Quel Simons on va voir? Ouais, c'est ça en fait. Si c'est celui des premières saisons, il est bon. Il est beau, les 40. Sinon, bah non. Ça, après, on sait tout ce que j'ai pensé de sa blessure. Hein, donc, Ah ouais, non, mais c'est une question intéressante. Je pense qu'on suivra un peu aussi, un peu de loin cette histoire de Brooklyn. Ça va dépendre de leurs résultats, hein. De toute façon, s'ils arrivent à la deadline avec un bilan à 50%, moi je pense que Dinwiddie ne reste pas. Maintenant, s'ils arrivent à la deadline avec 60% de victoire, ben, ils vont y réfléchir à deux fois et peut-être qu'ils vont le garder, quoi. Ça va oui, bah, bien dépendre. Parce que c'est pareil, hein, derrière, tu l'as dit, Dinwiddie. Moi, comme Thomas, pour moi, c'est pas possible, hein. Je trouve que c'est un joueur qui ne fonctionne pas en NBA. T'as pas grand monde derrière, hein. Jamais de rien. T'as beau avoir 6-7 joueurs très, très solides, derrière, franchement, c'est moyenne d'âge 22 ans et tu sais pas ce que ça vaut, quoi, pour la plupart, hein. Voilà, on aura l'occasion de reparler, c'est sûr, c'est sûr. Je vous propose donc de poursuivre et d'aborder les Knicks qui ont terminé avec 47 victoires l'an dernier, 47 victoires pour 35 défaites, qui sont évidemment allés en playoff eux aussi et qui passaient le premier tour assez facilement contre les Cavs avant de se faire éliminer par le Heat dans une série assez marrante. On en avait parlé, le fameux niveau de Butler dans cette série. Voilà, donc ils ont passé un tour de playoff cette année, l'an dernier les Knicks, donc très bien pour eux. Ils ont misé sur une certaine continuité cet été, puisque à part le trade d'Obi Toppin à Indiana, l'arrivée de DiVincenzo quand même, qui est un très bon joueur de banc. Voilà, sinon c'est de la continuité. T'as re-signé Josh Hart, t'as drafté quelques joueurs intéressants, mais bon, c'est des rookies, ça vaudra sûrement pas grand-chose de la première année. Donc voilà, la continuité est de mise pour New York. Donc est-ce qu'on va vers l'avant? Est-ce que New York va encore progresser et nous livrer une saison à 50 victoires? Ou alors est-ce que bah, il y a eu un peu de surchauffe? Il y a des joueurs qui vont pas confirmer. Je pense à Julius Randle qui pose toujours question. Qu'est-ce que tu fais encore de lui cette année? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le trades? Est-ce que tu l'installes en lieutenant? Est-ce que Bronson est définitivement ton franchise player? Voilà. Beaucoup de questions auxquelles je veux bien entendre votre avis. Pour moi, ils ont atteint leur plafond l'été dernier. Ce groupe-là, hein. Enfin, c'est ce groupe-là avec Randall, pour moi, ça fait 2-3 ans qu'il a atteint son plafond. Bronson je pense qu'il a pas choqué, mais il a surpris dans le bon sens à peu près tout le monde. Mais je vois pas vraiment ce qu'il peut aller chercher plus gros encore. Je peux envisager qu'il refasse la même chose. Même plus, il a fait quoi, du 25-5, un truc comme ça. Ouais, Je peux tourner dans ces standards-là. Mais que ce qui soit encore plus fort que ça, j'ai un peu de mal avec ça. Ils ont le problème Fournier. Enfin, problème. Ça prend des sous pour rien. Ils ne peuvent clairement pas le faire jouer, hein. Tu peux le trader cette année après, là, vu qu'il est en. Ah, Oui, il serait temps. et puis après, c'est pas le Grande New York qui a un payroll qui déborde de tous les côtés. C'est malgré le pognon est surfourni inutilement entre guillemets. Ça va. Et même le contrat qu'ils ont balancé n'est pas si énorme que ça, donc ça peut être utile dans un move. Moi, en fait, le problème que j'ai avec cette gestion de dossier, c'est que c'est clairement sa dernière année à New York, quoi qu'il arrive, hein. Parce que c'est une team option qu'il a ensuite. Ouais. Mais dans ce cas-là, enfin, qu'est-ce qu'il fait encore dans cet effectif quand tu vas signer Dante DiVincenzo? Parce que c'est le même poste. Même un second tour en 2047, tu prends pour Fournier dans ce cas-là.
Mais tu sais que moi-même la ceinture de DiVincenzo, même si je l'aime bien, je l'ai pas comprise, hein. Bah oui, il y a vraiment. Et puis, oui, même c'est lui qui soit signé Cher en plus, hein, tous les menus. Hein, une MLE, ouais. Il prend une MLE de mémoire. je veux dire, 52. Et alors qu'il y a Josh Hart qui est 2-3, t'as RJ Barrett qui est 2-3. t'as Grimes qui a fait une très belle saison. Ouais, il s'est bien montré. T'as Quickley. Et puis t'as toujours Quickley qui est là, qui est à 1-2, quoi, on va dire. Ils ont. Enfin, j'ai pas en tête à ce point les montants. Mais en gros, en dehors de poste 1-2, ils ont tous leurs contrats. Ensuite, ils doivent avoir Mitchell Robinson et Randall qui ont des gros contrats. Et le reste, ça va être des contrats minimum, quoi, sur les autres postes. Et du coup, je comprends pas trop l'utilisation de l'argent à New York. Pourquoi blinder à ce point poste 1-2? Ils envisagent. Excusez-moi. Il n'y avait pas eu un truc comme quoi ils envisageaient de jouer beaucoup plus petit cette année? Ils peuvent y aller. Bah, disons qu'ils n'auront pas le choix. Hein. Parce que là, ouais, Puis même jouer Oui, petit, non, mais puis jouer petit, c'était quelque chose de pensé, si tu veux, avant la free agency, et que New York a recruté en fonction. mais jouer petit, c'est quoi le projet? C'est de faire jouer Randall poste 5 avec Josh Hart poste 4 là ou non pas si. Sur certaines séquences, peut-être, oui. Ah ouais, bah putain, la défense va faire que Oui. J'ai pas dit que c'était une grande idée. C'est peut-être une des options. Et puis, je pense qu'ils ont confiance dans le fait de trade fourni assez rapidement. Et je pense que s'ils l'ont pas vendu jusque-là, c'est qu'on leur proposait soit une saucisse, soit on leur disait bah vas-y, allons, un premier avec. Ouais, mais c'est une saucisse hein, en même temps fournie l'année dernière, hein, donc je veux dire, je l'aime bien, hein, mais Oui, j'entends ce que tu vas dire, mais c'est. faut avoir des couilles hein, pour Ensuite- trader un mec comme ça à 19 millions quand t'as vu sa production l'an dernier, hein. Ouais, mais dans ces cas-là, est-ce que. Alors, après, ouais, Thibodeau le met complètement de côté, donc ça encore pas. Hein, mais dans ces cas-là, moi, dans la plupart des franchises où un mec comme ça, eu égard aux 20 millions qui touche, joue au moins 5-10 minutes, moi, je préfère lui laisser 5-10 minutes que lâcher les joyaux de couronne pour m'en débarrasser. Ouais, mais je pense que ça c'est pas. À mon avis, ils ont pas eu de. À mon avis, ils ont pas eu d'offre du genre. Vas-y, on t'en débarrasse, mais file-nous de l'argent. File-nous un pic. Je pense surtout que bah, personne leur a proposé de le prendre déjà et qu'ils n'ont pas été très actifs sur le marché, quoi. Je pense que je pense qu'ils n'ont pas été actifs du tout, hein. Parce qu'en vrai, Fournier, on est le 16 octobre, là, il n'a rien à branler dans cet effectif encore le 16 octobre, hein. Il aurait dû être traité cet été, hein. Et ils ont raté le coche, hein. Je pense qu'ils attendent surtout un éventuel joueur impactant Ouais. pour qui il manquerait 20 millions parce qu'en vérité, les salaires, à moins de trader Randall ou Bronson, même le salaire de Bronson est un peu faible pour un deal de son envergure. Mais pour un deal avec des pièces intéressantes, comme des pièces de complément, comme Hart, Grimes, Ouais, c'est du coup. qui sont des joueurs avec une belle valeur, il n'y a pas assez de Pour ça, contrat Barrett. pour jouer pour un. Oui, bah, moi, je serais très pour. Je pense que New York un peu moins. Pour RJ, Dylan Brooks, Barrett, mais bon, voilà, il a l'approbation pleine et entière de tout New York. Donc voilà. Ouais, ils ont le même contrat. Mais bon, ouais, pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment juste histoire de matcher 20 millions. Si Siakam se retrouve dispo, notamment. Ouais, Il pense que ça va être une target intéressante. ouais, je pense que c'est ça aussi, hein, je vois que ça. Mais pour moi, c'est des. Je sais pas comment tu crées une TPE, mais je suis sûr qu'ils peuvent faire une TPE dans un trade pour libérer le spot. Ah. Tu vois, genre les 20 millions, je suis sûr que tu peux le trade pour faire une TPE, c'est sûr. Parce que c'est comme ça que Boston faisait, hein. Ils tradaient, ils avaient des TPE et c'est comme ça qu'ils faisaient des trades à 30 millions en mettant que des joueurs milliers dans le deal, hein. Ouais, mais la TPE, elle est limitée dans le temps, par contre. Donc, Ouais, mais c'est que un ton an. contrat est moins limité dans le temps si tu le trades. Si je me souviens bien, hein, je vais peut-être dire une connerie, mais par exemple, tu le trades en début de saison l'an dernier. Ta TPE dure jusqu'au début de cette saison, à peu près. Elle dure de mémoire, c'est à peu près un an que ça dure. Ouais, mais justement, Alors que là, bah, t'as 2 ans pour le trade, t'as jusqu'à la fin de saison pour le trader. ouais, mais pour moi, c'est cet été en fait qu'il aurait dû être tradé pour une TPE, c'est pas l'an dernier. L'an dernier, c'est trop loin, mais genre cet été. Cet été, tu trades pour une TPE, tu signes un autre joueur à la place, un jeune ou je sais pas quoi, et c'est bon, Fournier. Enfin, c'est une place morte dans ton effectif, hein. C'est une place morte. Le mec sert à rien, de toute façon, il va pas jouer, et en plus, t'as signé DiVincenzo. À partir de là. Ouais, mais on en a toujours le problème. Si tu veux juste faire une TPE, il y en a peut-être, il y a peut-être franchise, c'est dire ok, mais lâche un pic. Je pense pas. Je pense
Second tour, au pire, fais-le, ça se fait. Hein. Second tour et c'est réglé. C'est franchement, rien que pour le joueur free agent que tu pourrais signer au Minvet à la place de Fournier, ça vaut le coup. Après, Di Vincenzo, pour le coup, je pense que il prend les minutes de Topin, en fait. Et c'est Hart qui va se décaler un peu. Di Vincenzo va être un wing dans le corner comme il a été toute sa carrière. Il va porter un poil la balle peut-être, parce que Grimes, c'est pas non plus sa spécialité, même s'il en est plus capable que Di Vincenzo normalement. Mais a priori, c'est vraiment les minutes de Topin, hein, puisque Hart défendra sur l'intérieur en sortie de banc, quoi. Enfin, le poste 3-4, le wing un peu plus costaud. Je pense, ouais. Je crois que ça. Ce qui fait vraiment... Ah, t'as aucun mec qui fait 2 mètres. Hein. Ce qui fait vraiment petit, du coup, putain. Mais le Hart est très fort sur les joueurs plus grands, pour le coup, en défense. Ouais, ça dépend des joueurs plus grands aussi. Il est bon, mais... putain. Et si on parle d'une équipe playoff, typiquement, pour moi, c'est pas eux qui ont gagné face aux Cavs, c'est les Cavs qui ont fait de la merde l'an dernier. Et j'espère qu'ils ont appris de leurs erreurs. Tu refais la même confrontation là, avec ce manque de taille. C'est un minimum intelligent en face. Hart a beau être bon sur les plus grands, il se fait ouvrir. Bah oui, mais donc c'est pour 10 minutes, hein. Parce qu'en fait, il jouera pas Oui, non, mais c'est dans ce sens-là. Cet effectif a des manques, a beaucoup de manques. Et côté point fort, Mais en fait, t'as Bronson qui peut aller au panier un peu comme il veut. Mais en fait, moi, le problème que j'ai avec Small, c'est Randle. C'est pour moi, c'est cohérent avec des Robinson en 5, avec des pivots plus défensifs à côté. Mais en fait, c'est Randle le problème. Genre, il va pas avec le reste de l'effectif, ni avec ce que tu veux faire. Bah, ça tombe bien, Randle, il y a tout le monde qui s'en débarrasse, eux inclus. Enfin, on en parlait déjà, mais il colle pas, il colle plus. Surtout dans un projet où tu vas aligner des line-up un peu small, tu vas pas les aligner longtemps. Hein. Si Randle il joue 38 minutes par match, c'est clair que t'en as que pour 10 minutes maximum, quoi. Moi, j'arrive pas à ce joueur. Peut-être pour le coup, dans un groupe où tu manques de création, à son poste et à sa valeur, tu n'auras pas beaucoup plus créateur que Randle. Non, c'est sûr, t'auras pas mieux, ça. Ouais, créateur pour lui-même, hein, après. Bah, comme tous les postes 3-4, Ça reste des points. pas moins bien que les autres. Enfin, à part les Browns, hein, oui, d'accord, mais hormis ça, tous les postes 3-4 qu'on balle en main, c'est pas des grands passeurs, a priori. Hein. Tu vois, en vrai, tu swaps Siakam et Randle, t'imagines, c'est inversé. Putain, là, ça me fait plus monter d'un coup. Siakam, il peut vraiment jouer 5 déjà. Un énorme joueur. Siakam, c'est un top 15 player. Ah ouais, non mais putain, ce serait incroyable. Et puis, il est plus pivot, plus run, quoi. Si tu joues petit avec lui, c'est plus cohérent. Ouais. Eh oui, voilà, c'est ça en fait. C'est par rapport à ça que ça me dérange. C'est là où Randle, pour moi, ne colle pas, quoi. Mais c'est pas grave. Mais en même temps, dans toutes les équipes qui ne sont pas Boston ou Milwaukee, bah, t'as des manques de cohérence. Et je veux dire, sinon, bah, on en parlerait comme des prétendants au titre, en fait. Oui, dès qu'on parle de l'équipe middle, forcément, on est d'accord. Mais pourtant, bah, après, le problème, c'est qu'il y a deux équipes middle, il y a quasiment que ça, quoi. Il y en a pas mal, ouais, il y en a pas mal. Allez, on enchaîne, nous passons. Allez, on va bien discuter la doc, chose de la dire, parce qu'on va parler des Sixers. Les Sixers, 54 victoires l'an dernier, des superbes playoffs comme on a l'habitude. Une défaite au Game 7 contre Boston avec je vais pas dire un choke, mais bon, c'est une série qui aurait dû être pliée, mais bon, on en a parlé plein de fois déjà, donc voilà, mais bon. Une défaite au Game 7 et une intersaison superbe avec James Harden qui s'est senti trahi, en tout cas par Daryl Morey, qui demande son trade, qui n'a toujours pas été trade. Hein, à l'heure où on vous parle, Harden est toujours dans l'effectif. T'as perdu pas mal de pièces, je trouve, quand même, avec Milton, Niang, McDaniels, quand même, qui existe dans la rotation. Je crois qu'en retour, j'ai noté Beverley, Danny Green et Kelly Oubre. Ça me fait pas rêver, perso. Qu'est-ce que t'en penses? Je te lance direct, Doc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'Harden va être tradé? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai envie de dire que le process est mort, mais en même temps, c'est le genre de merde où t'as vraiment le truc, t'as tout le monde qui enterre et t'as l'équipe qui se relève, tu sais pas pourquoi. Genre un Harden qui se dit, bon, allez, finalement, je fais mon année, basta. Il y a encore du matos. Après, honnêtement, j'y crois pas. La question actuellement, est-ce que, puisqu'après, c'est quand tu regardes le payroll, sans parler des pics, hein, si tu parles d'un trade d'Embiid, c'est ton payroll, il est vide. Grosso modo, c'est tout le monde est expirant.
Même Tobias Harris, qui a longtemps été critiqué pour son contrat, ça y est, il est expirant. Donc, tu as pas mal de possibilités cette saison pour soit consolider autour d'Embiid, soit te dire, bon, on repart à reset complet et on repart avec un max de Tyrese à l'été. Je sais toujours pas quelle direction va être prise et honnêtement, je sais même pas quelle direction je préférerais. Alors, connaissant Morey, il va pas vouloir lâcher la star qu'il a. Il va demander la lune pour Harden, qui est en bonne tête de con, qui est lui aussi. On va pas vouloir plier. On va partir dans le même délire qu'avec Simmons. Ça, j'en suis sûr. Donc, Philadelphie va pas avancer du tout. Surtout que là, avec toutes les pièces qui sont parties, ça va être beaucoup plus difficile d'assurer des résultats ou que ce soit remplacé. Et même si tu arrives à le remplacer, ce sera par quoi? Parce que là, Harden, tout le monde va dire ce mec est toxique. Hein, je ne prends pas le risque de lâcher le gros pour l'avoir. Pour moi, Philadelphie dans la merde et absolument pas le GM pour gérer ça. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de GM qui arrivent à gérer ça, mais voilà, Morey, c'est possiblement le pire GM pour la situation où vous êtes. Après, pour le coup, franchement, je m'attendais à ce que Harden fasse vraiment, foute vraiment la merde. Il a fait ses déclarations et depuis, plus rien. Pour moi, la situation est illisible. C'est autant, là, pendant qu'on parle, si on reçoit une notif Harden Embiid trade, autant ça va pas bouger et ils vont faire la saison comme ça. Oh, le statu quo, il est immense. Ah, et non. Il me semble quand même qu'il a dit qu'on le verrait pas sur le terrain. Et ouais, c'est ce qu'il a dit et il a quand même été faire. Il y avait une sorte de training camp ou quoi et il y était. Ouais. Ah, ça a mis des belles photos. Oui, mais ça, après, il a tout intérêt, ne serait-ce que qu'il veut être trade. Ouais, mais connaissant, il aurait pu très même pas y aller. Hein, pour le coup. Ouais, parce que s'il dit on ne verra pas sur le terrain, si on ne voit pas sur le terrain, il aura une amende. Il ne sera pas payé. Donc s'il s'en fout de ça, c'est dans ce cas-là, c'est dans cette logique, il avait aussi aucun intérêt à aller à ce training camp. Parce que pareil, il aurait eu une amende. Soit il tire à 55 millions, soit il se dit bon allez, nique sa mère, fais ma saison et basta. Je le vois pas du tout dans ce sens-là. Je le vois vraiment dans le sens, vous voyez, je fais pas comme d'habitude, je fais pas mon ball total, je veux juste pas jouer, mais je m'entraîne, je tiens à rester fit, vous pouvez m'embêter. Je dis pas que j'ai raison, mais attention, mais, moi je le lis comme ça. Après, trop con avec Harden, peut-être. Mais après, on ne le connaît pas, donc c'est compliqué, mais la réponse à cette question, elle est assez facile, c'est à quel point est-ce qu'il veut une bague? Et je pense qu'il veut quand même bien sa bague. Et si concrètement, sa meilleure opportunité pour ça, c'est d'être à Philly cette année et de se donner à fond, je le vois bien le faire. S'il estime qu'il n'y a aucune chance à Philly, je le vois bien foutre la merde aussi. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une chance, il est capable juste de dire bon, allez, on s'en fout. Fin de saison, de toute façon, je suis plus là et puis on y va à fond. Oh, et l'effectif, il est pauvre. Hein. Putain, je regarde. Ouais, pas de banc. Ça colle avec le coach, hein. Franchement, ta saison, elle est dramatique. Hein. Ils ont rien branlé. Ils ont perdu tout le monde, ils ont rien remplacé. Ah, bah ça, c'est Ça va, pas ça va, une ça fin. Ouais, il en a rien à foutre de ta gueule. Hein. Non, là, tu t'abuses. Il avait fait des signatures les autres années. C'est juste que là, il y a une situation très merdique. Ouais. On est d'accord, mais Non, mais Houston, c'est ça aussi, c'était 2-3 stars et on recrute que des switchies à côté. Quoi. moi, je pense que le dossier Harden, il paralyse sûrement les gens. Ils ont pas envie de venir. Ça doit jouer aussi. Oui, non, ça aussi, ça, je suis d'accord. Je pense que t'as un free agent, tu vois le bordel, tu dis bon. Est-ce que j'ai envie de jouer Milwaukee, Philly, Milwaukee, Philly. Alors que ça se trouve que Harden, il dit qu'il veut pas jouer, c'est juste qu'il veut pas être 48 minutes sur le terrain parce que c'est nerf, ce coach. Si je me souviens bien. Je veux dire, en vrai, honnêtement, c'est pas un hasard si les mecs qui ont signé, c'est Mo Bamba qui essaie de rester en bonne santé, Beverley et Danny Green qui ont 48 ans, et Kelly Oubre, voilà quoi, genre, ça te place le niveau des signatures, genre, c'est plus un hasard, je pense. À mon avis, personne voulait y aller. Hein. Kelly Oubre, je pense que c'est vraiment une signature négative. Hein. C'est un mec négatif. Bah ouais, tu préfères ne rien avoir que l'avoir lui. Hein. Il est constamment négatif sur un terrain. Ouais, c'est exactement comme Christian, comme Wood, les mecs à 20 points par match qui signent un an le 5 septembre, ça en dit long sur leur cote.
Ça en dit long. Et encore, le truc, c'est que Wood fait qu'un truc, c'est mettre des paniers, mais il le fait efficacement, au-dessus de la moyenne d'efficacité de la ligue. Oubre, il ne fait qu'un truc, c'est mettre des paniers à une efficacité Dégueulasse. à un poil en dessous. Bon, elle est pas, je veux dire, c'est pas R.J. Barrett non plus, mais bon, assez moyenne. L'année dernière, je sais que c'est Charlotte, mais c'était dégueulasse quand même. Après, oui, il remplace McDaniel. Hein. Oui. C'est côté impact, ça reste limité. Ouais, disons que sur le banc, ça peut être tolérable. C'est ça. Moi, je pense pas. Je pense qu'il vaut mieux avoir un mec qui. Il vaut mieux avoir un ultra faible joueur. Les Raptors, excuse-moi, ils sont pas a priori ultra attirants. Ils ont récupéré par exemple Autoporteur, on en parlait juste avant. Il est 100 fois plus impactant. Hein. Ah ouais, mais tu sais que je préfère Daniel House dans leur effectif à l'état d'aujourd'hui qu'il est Pour moi, c'est lui qui est devant. Je préfère Danny Green. Hein. J'espère. Parce Je préfère Danny Green. Ouais, mais moi aussi, je préfère House, mais à un moment, si personne d'intéressant n'est intéressé, faut bien que Oubre est quand même un peu meilleur que certains l'ont drafté. moi, je sais pas, je trouve que Oubre, c'est le piège, c'est le mec qui rentre et qui fait moins 15 de box score direct parce que c'est une catastrophe. Moi, j'étais dispo. Hein. Mais, Ça part là, moi aussi, je suis dispo. mais c'est bien. Hein, Non, mais de toute façon, Philly, voilà, là, on va un peu plus vite, mais Philly, on en reparlera, ça c'est sûr à 100% dans l'année, ne serait-ce que parce que Harden, j'ai juré, il finit pas l'année à Philly, c'est pas possible. Rien que pour ça, on en reparlera forcément. Et on pourra évoquer à ce moment-là l'avenir Embiid aussi et de la franchise en général. Alors là, on va quand même remercier Philadelphie de nous assurer toujours quelques émissions par saison. Ah ben, clair qu'avec Philly, on se régale toujours. Voilà, on va conclure la division avec l'équipe qui a terminé première de l'an dernier de Div, deuxième de conférence, Boston, 57 victoires et une défaite à l'Est contre le Heat. On va pas revenir sur les playoffs, encore une fois, on en a déjà bien parlé. Grosse intersaison pour Boston. Alors je dis pas grosse en bien ou en mal, grosse parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc t'as tradé évidemment pour Damian Lillard, hein, ça c'est le gros move, mais plus tôt dans l'été, on a quand même aussi eu le trade de Porzingis. Ce qui te fait deux ajouts majeurs dans ton effectif. Et forcément, qui dit deux ajouts majeurs dit beaucoup de pertes. Et donc, tu as perdu Brogdon, tu as perdu Smart, tu as perdu Grant Williams et tu as perdu Robert Williams. Je dis pardon, j'ai dit Lillard, c'est pour Jrue Holiday, excusez-moi. C'est le trade à 3, je me suis mélangé. Voilà, c'est Jrue Holiday, excusez-moi, et Kristaps Porzingis. Et donc voilà, tu as perdu beaucoup de pièces intermédiaires de profondeur de banc avec Grant Williams, Robert Williams, Marcus Smart, Malcolm Brogdon. Au global, est-ce que vous pensez que Boston en ressort renforcé par rapport à l'an dernier, ou alors un statu quo, ou alors même peut-être plus faible, notamment parce que voilà, la profondeur d'effectif du coup est quand même beaucoup plus faible et on peut se poser des questions sur l'impact d'un Porzingis par exemple dans cet effectif. Franchement, sur le papier, c'est mieux. Si personne se blesse et que tout le monde est à son niveau, alors, est-ce qu'ils vont pas se marcher sur les pieds? Déjà que je pense que ça va être pas super beau à voir. Après, pour moi, le problème, c'est qu'ils rendent leur banc un titulaire et un peu leur âme dans l'histoire. C'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça de Smart, mais ces dernières années, c'était lui l'âme des Celtics sur le terrain. Donc, est-ce que ça va coller? Surtout que ça aurait été deux joueurs. Attention, j'aime beaucoup l'idée. Porzingis, j'ai un certain respect pour lui aussi. Mais ce serait deux joueurs solides. Ça s'entendrait en disant voilà, on va essayer avec profondeur de banc de ouf, ça marche pas. On a essayé comme si ça marche pas. On a essayé comme ça marche pas. On pose les couilles sur la table, on prend un 5 de ouf et on va voir si ça passe. Mais c'est comment dire? Donc, c'est l'infirmerie qui va être souvent remplie chez Celtics, je pense. Et comme il n'y a plus de banc, c'est sûr, ça peut aller plus loin en playoff, leur groupe, mais en régulière, c'est pas la même. Donc, voilà, pour moi, oui, le 5 est plus fort, mais pour moi, l'intersaison est ratée. T'es bien commit financièrement, parce que j'ai oublié de le dire, mais bon, là, ça commence pas cette année, mais bon, Jaylen Brown a une future extension à quasiment 300 patates qui a été signée,
commence dans 2 ans. Et tu as également donné un contrat à Peyton Pritchard pour les 4 prochaines années, je crois. Donc, t'es commit. Hein. À part Drew qui est NPO, t'es clairement commit pour un moment là avec ton groupe. Puis c'est pareil, tu vas avoir Tatum qui va avoir un gros contrat à signer à un moment. Porzingis, il va falloir le signer aussi. Ah ouais, non, mais là, à N+3, c'est à N+3, de toute façon, là, c'est sûr, il y aura des mouvements, hein, parce que c'est évidemment pas tenable. Ah, voilà. Après, malgré tout, ça se tentait. Mais j'aurais pas choisi. Le move de Holiday, je le comprends. Le move de Porzingis, il y avait mieux à faire. Bon. Moi, je pense que c'est l'effectif avec Milwaukee le plus qualitatif de la NBA, ce qu'il était déjà avant. Donc, en fait, moi, je suis plus, pour en revenir à la première question que tu poses, du côté du statu quo. En revanche, je trouve qu'on est un peu dur sur le banc des Celtics, qu'il y a des joueurs comme Sam Hauser qui sont assez sous-cotés. C'est pas des top joueurs, mais si Sam Hauser c'est ton 8e homme, bah c'est au-dessus de la moyenne des 8e hommes en NBA, sans souci. Et t'as quand même je pense que tu t'offres la possibilité de line-up défensive vraiment, vraiment effrayante, hein, là, globalement. Hein. Franchement, c'était déjà le cas, c'est vrai, mais dorénavant, tu ne t'empêches plus de capacité, notamment de rim pressure. Donc, c'est quand même, je pense, une des top 3 qualités à avoir dans cette NBA, dont Smart est totalement dépourvu. Il est devenu, avec le temps, un attaquant pas pénalisant pour son équipe. Par contre, il n'apporte aucune pression au cercle. Hein. Son défenseur, une fois qu'il l'a chassé de la ligne à 3 points, a fait son taf. Holiday n'est pas du tout dans ce registre, et s'il est un shooter correct, il est surtout un joueur sur lequel tu ne peux pas c'est un joueur que tu ne peux pas chasser de la ligne à 3 points. Donc déjà, ça apporte du spacing quand il va vers le cercle un peu supérieur, et ça amène à davantage d'aider reprendre que ce que Smart amène, ce qui est ultra positif dans une attaque où tu as sans doute le candidat numéro 1 au titre de MVP cette année. Je pense qu'il l'est en tout cas. Un top scorer en la personne de Jaylen Brown, même si on a semblé découvrir ses défauts qui sont les mêmes depuis sa draft après une élimination en playoff. Et il n'en reste pas moins un scoreur de volume assez énorme et globalement une équipe qui est une des meilleures équipes de l'histoire en termes de shoot. Donc je pense que vraiment les ajouts sont ultra intéressants. Et du moins, si tu perds en stabilité, bah, peut-être que ce groupe, il avait fait son temps, et que changer, mais tout en gardant l'ossature des Jays, c'était nécessaire. Et je pense qu'ils sont favoris pour le titre aujourd'hui, donc que c'est une bonne chose. Je pense que la profondeur était tellement énorme que tu pouvais te permettre de sacrifier quelques pièces. C'est ça. Ouais, c'est vraiment pas trop sacrifié, malgré tout. En fait, moi, je pense pas parce que pour moi, il manque juste un joueur. C'est je préfère une meilleure rotation, troisième rotation à l'intérieur derrière Horford et Porzingis. J'aime bien Oshé Brissett, Wenyen Gabriel, ça rend des services. J'aimerais pour moi, le seul manque, c'est un troisième joueur. Mais Boston, de toute façon, va avoir beaucoup de line-up avec Drew Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Tatum et Porzingis, Horford qui se partagent le poste 5, tu vois. C'est sûr. Enfin, même si la présentation de départ c'est Porzingis en 4 et Horford en 5, en vrai on sait très bien que ça va être très dynamique et ils vont tous les deux slider en 5 et que ça va être des line-up small avec Pritchard ou Derrick White. Enfin, c'est même pas très small en soi, hein. Mais ça va être des line-up avec Pritchard White parce que même Drew, hein, c'est un mec qui a toujours joué 1-2 dans sa carrière sans problème. Donc, t'as beaucoup de crash. J'entends ce que tu veux dire, mais j'adore le père Alfonso, mais il a 37 ans. C'est un peu ma peur aussi, mais contre des France hyper physiques, enfin contre une raquette hyper physique, c'est là que Robert Williams avait son intérêt aussi. Moi je pense que la saison de Boston, de toute façon, elle se joue sur Porzingis parce que déjà Ford vieillit, son niveau va forcément baisser. Notamment en défense, voilà. C'est un joueur très intelligent, au bout d'un moment, voilà, le mec il va avoir 38 ans, ça reste assez vieux. Je pense que tout joue sur la saison de Porzingis, sur sa capacité à être physique dans le cercle en défense. Sur l'attaque, je me fais pas trop de soucis, hein. C'est un joueur plus sur l'attaque. Dans cet effectif, il n'a pas besoin de tourner à 20 points par match, voilà, c'est un joueur plus.
mais dans sa capacité à tenir le cercle, à tenir l'extérieur, à ne pas se blesser, malheureusement. Je pense que ça se joue beaucoup ici, en fait. Je pense que ça se joue beaucoup ici. Et c'est un joueur que j'ai pas mal décrit l'an dernier, parce que sa saison à 23 points, moi, quand je regardais Washington jouer, je trouve que c'était un mirage. C'est un joueur qui se faisait bouger facilement, qui avait du mal en défense. Maintenant, j'avais lu, pour le coup, qu'il avait des très bonnes stats défensives en protection du cercle l'an dernier. Donc voilà, c'est à voir, mais je suis sûr que la réussite totale de Boston se joue en fait sur lui plus que sur le reste de l'effectif. Ouais, j'entends ton point de vue, mais après, voilà, comme je dis, moi, c'est pas qu'ils aient fait 2 trades que je reproche, c'est qu'un des trades soit pour Porzingis, qui me paraît pas être le joueur qu'il fallait. Ouais, Ou alors Porzingis, tu gardes Williams et c'est Horford que t'as envoyé dehors. Moi, je pense qu'il y a. Mais ça, t'avais pas le choix, je pense. Hein. Oui, je pense que mais par contre, le move de l'idée, je suis parfaitement d'accord qu'il est très bien. Hein. C'est juste. Mais il est cher. Porzingis, pour avoir pas mal discuté avec les fans de New York, de WhatsApp, c'est pas franchement sa défense qui était mise en avant, même si c'était pas mauvais. À Dallas, c'était pas mieux. Là, il va quand même falloir défendre un temps soit peu, surtout si c'était le seul grand. Et j'ai peur qu'on leur demande trop par rapport à ce qu'il est capable de faire, sans méchanceté envers l'homme qui me pose aucun problème. Hein. Ah, il est devant, il lève les bras, il défend. Hein. C'est suffisant. Je vais en sortir, je te vois qu'on parlera d'un pivot. Bah, les pivots des années 90, c'est typiquement ça. Hein. Des gars de devant qui lèvent les bras. Non, mais Oui, mais c'est un peu plus compliqué maintenant. je pense que Ah non, bien sûr. Mais il garde une. Vas-y, Sati. je pense que dans ce que Boston voulait faire, surtout, il n'y avait pas mieux sur le marché à aller chercher Porzingis. C'est ça, c'est le spacing qui t'approche. C'est le gars, c'est un shooting guard de 2,20 m aujourd'hui. Écoute. Ah, mais s'il n'y a pas besoin de points et que tu n'as pas peur d'un gros salaire, je sais pas, tente de négocier avec Minnesota pour leur dire allez, on vous débarrasse de Gobert. Hein. Plus cher encore. Ouais. Je trouve que ça fit beaucoup, mon perso, après. Hein. Je pense qu'il voulait du spacing à 3 points. Ah, puisque là, c'est Porzingis, tu le laisses dans un... En fait, là, le truc, c'est qu'il faut se rendre compte, c'est Porzingis, tu le laisses dans un corner, même Giroud, et ensuite, c'est un des deux Jay qui porte la balle, tu mets Derrick White, tiens, pour faire spacing à fond, et là, celui des deux qui porte la balle, et il pénètre comme il veut. C'est... Ouais, oui, mais C'était super vu comme ça, oui. Oui. Non, moi j'étais sur une optique défensive. C'est vrai que sur l'optique offensive, oui, ça peut. Après, en fait, ce que je propose, c'est l'inverse. C'est sûr qu'il ne pouvait pas avoir un joueur qui fait les deux, ce qui serait l'idéal, mais après, voilà, je fais le choix de l'offense. À voir. Je pense que ça va prendre des paquets de points, notamment réguliers, le temps qui se règle, et avec les blessures et tout ça. Maintenant, si ça réussit, tant mieux pour eux. Hein, c'est tout le mal que je leur souhaite. Ok, bah écoute, je vous propose qu'on finisse sur nos petits pronos pour cette division, pour chaque équipe, et on pourra s'arrêter là. Donc là, je te demanderai en premier de me situer un peu, donc chaque équipe, où est-ce que tu les vois cette saison dans cette division? Dans cette division, pour moi, l'ordre, ce sera Celtics, parce que je suis quand même très largement dessus du reste de la conférence, de la division. Tu peux parler de la conférence en ouais. même temps. Hein, oui, là, pour le coup. Les Celtics, c'est votre troisième. Parce que va y avoir des blessures, va y avoir des... et comme pour moi, il y a beaucoup moins de profondeur, notamment dans la raquette, ça va perdre des matchs. Ensuite, je vois les Knicks, que je vois être quatrième, parce que je pense pas tant que ça. C'est un peu more of the same, mais de toute manière... t'as quand même beaucoup d'équipes très très moyennes. Les Knicks ont l'air de s'être trouvé un plan de jeu, de savoir où ils vont. Donc ça cassera pas de fabrique, mais ça gagnera 45-50 matchs, ce qui peut leur suffire pour être quatrième. Et parce que je vois encore le Heat aussi nous faire une saison en pleine de blessures. C'est pour ça que j'ai mes quatrième et pas plus bas, les Knicks. Ensuite, je vois les Sixers. Les Sixers, je les vois en septième parce que je pense que Harden, on n'est pas prêt de le revoir. Ou alors vraiment jouer à minima. Et donc, plus ça perd de banc, plus tout ça. Les Sixers, donc, pour moi, vraiment chuter au classement. Et ils doivent juste au fait que le ventre mou, il est vraiment pas terrible à l'Est cette année. Que je les mette pas plus bas parce que pour moi, ils ont vraiment plus qu'Embiid.
et éventuellement Tobias Harris si il rentre en mode Los Angeles. Ensuite, j'ai les Raptors, donc à peu près la même place que l'an dernier, 9-10e, probablement 10e, avec une saison avec plus que entre deux chaises, où ça démarra peut-être un peu bien, puis il y aura peut-être des trades, des trucs comme ça. Donc, voilà, de toute façon, ça fait déjà 2 saisons qui finissent en saison-là. Hein. Et je vois les Nets plus bas en 12 ou 13e, parce que 12e, je crois, que j'avais noté, parce que pour moi, il va forcément y avoir des trades, et leur but, ça va pas être de gagner à court terme, mais de trouver comment entourer, ne pas hésiter à faire des trades pour ça, pour se donner les moyens de faire un mouvement et aussi nettoyer un petit peu leur payroll. Ok. Pop, à toi. Alors moi, je ne ferai pas d'originalité. J'ai déjà dit que Boston était pour moi une des tops équipes de cette conférence. Je les vois donc deuxième. Et en fait, il y a vraiment un pack de deux pour moi avec Milwaukee, je l'ai déjà cité, qui est très serré et qui est, à mon sens, un peu au-dessus de la concurrence. Ensuite, on a un autre groupe, Sixers Knicks, qui se trouve pour moi dans les dernières places de playoff, enfin les dernières places directement qualificatives en playoff, les places 5-6 en l'occurrence. Donc Sixers 5, Knicks 6. Voilà, donc c'est un peu deux équipes opposées. En fait, les Sixers, on a énormément de points d'interrogation. Les Knicks, plus de certitude. Mais d'un côté, il y a quand même le MVP. Donc je pense que ça, c'est une certitude qui seule te permet de ne pas passer par un play-in. Ensuite, les Nets, qui si intrinsèquement ont le niveau pour moi d'accrocher une des 8 premières places, souffrent du fait que la division est très relevée et seront dans le play-in, mais 9e, c'est là où je les place. Et enfin, les Raptors, même si a priori, on n'a pas parlé des Bulls, des Wizards, mais si a priori, il semble au niveau de ces équipes-là, pour moi, ils seront en dessous, parce que ça sera très difficile d'aller gagner dans les autres équipes de la division qui paraissent toutes supérieures à Toronto. Donc voilà, je les mets 13e de l'Est. Ok. Doc. Alors, sous les yeux. Pareil que Pop, hein, pour les Celtics, pour moi, c'est top 4 de la ligue sans débat. Enfin, il ne doit pas y avoir de débat. Et puis, donc, du coup, je les vois quand même légèrement en retrait par rapport aux Bucks, mais jouer sur des détails. Je vois malgré tout, donc on va dire deuxième. Ensuite, je vois dans cette division une seule autre équipe directement qualifiée, ou les Sixers. Je sais pas où je les place exactement dans le top 6, mais déjà pas dans les deux premiers. Mais je sais pas encore. Et je verrai plus tard, je finaliserai plus tard. Ensuite, j'ai deux équipes de play-in qui sont Nets et la bataille de New York. C'est pour moi Knicks en fait ont profité de faiblesses de concurrents l'an dernier pour ils étaient directement qualifiés. Oui, pour être directement qualifiés. Je les vois pas reprofiter cette saison de ça, même si désolé rien, mais le projet Bulls c'est mort. Les Cavs ça s'est renforcé, c'est passé devant les Sixers même actuellement. Le Heat qui est toujours là, même si en saison régulière, on sait que voilà quoi. Les Hawks, on sait pas où ils en sont, mais sur le papier, ça peut faire mieux. Et même une équipe comme les Pistons, ça a déjà pas mal de matos pour devenir chiante en saison régulière. Donc, ouais, je les vois bien en play-in. Et puis, par contre, Raptors, ça saute. Trade, avec ou sans trade, je pense que ça va sauter. Sauf si il se trouve que là, leur coach rookie, c'est un génie du jeu. Nous avons, je sais pas, et qui sont champions. Mais bon. J'y crois peu et je pense que ça va tout doucement se tasser et qu'ils vont tout casser. Après, à quel point est-ce qu'ils vont tout casser? Je pense que ça reste malgré tout trop fort pour vraiment plonger, pour atteindre des niveaux Orlando Magic, quoi, hein, pour parler français. Mais ouais, ça va être 12. Voilà. Ok. Alors, mes pronos pour finir. Boston prouvé de conférence. Chez Boston prouvé de conférence, trop fort. Je parlerai de Milwaukee plus tard, mais j'ai même pas Milwaukee top 2. Ouais, quand même. Ouais. Mais Boston, je pense que c'est trop complet et je pense que les Jays, en fait, c'est
S'ils ont envie, c'est un lock de 80 matchs sans problème, tu vois. C'est des mecs trop présents sur le terrain, toujours en bonne santé, donc je pense que ça roule très, très fort. Et j'ai aussi Sixers 5 et Knicks 6. Pareil, je pense que Embiid MVP t'assure et puis Maxi quand même qui est très fort, mais surtout Embiid MVP t'assure un plafond assez élevé. Je les vois pas descendre du top 6. Les Knicks 6ème parce que c'est, au final, même si j'aime pas trop leur effectif, c'est au-dessus pour moi de ce qu'il y a derrière, qui est trop hasardeux. Par contre, Brooklyn, moi je les ai 4ème. Donc je suis beaucoup plus agressif pour les Nets par rapport à vous. Je vois un step-up de pas mal de joueurs, en fait, tout simplement. C'est une projection agressive, je vois beaucoup de step-up. Je vois une conférence qui est très, très difficile à lire derrière le top 3. Et je crois en vrai, au niveau de Bridges, je crois à une possibilité de voir Cam Johnson s'améliorer encore. Je crois un peu quand même à un retour de Ben Simmons à un niveau quand même assez décent. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Jackson au poste de pivot qui devrait encore s'améliorer pour moi. Donc là, je les ai 4ème. Je les vois bien gratter pas très loin des 50 victoires, honnêtement. Genre la division infernale, ils ont peut-être 47-48, mais je les vois pas très loin. Et les Raptors, c'est 12e ou 13e. Je crois que j'ai 12 là, c'est le fond des toilettes. On s'en fout. C'est Toronto, on s'en fout. Ça va nulle part. Moi, j'espère juste pour eux qu'ils vont casser un peu leur effectif à la deadline, qu'ils vont récupérer quelques pièces et qu'ils vont repartir de l'avant avec Scottie Barnes. Et voilà. C'est tout pour nos pronos, c'est tout pour cette preview de l'Atlantique qui, comme l'an dernier, est une division tellement dense qu'on a beaucoup de choses à dire et encore on s'est pas mal privé, je pense. Mais c'est sûr qu'on aura encore des choses à dire sur pas mal de ces effectifs. Je pense notamment à Toronto, aux Nets et à Boston et à Philly, à tout le monde en fait, sauf les Knicks. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve à la prochaine pour une autre preview et ce sera sûrement de nouveau une division de l'Est à mon avis. Voilà, passez une bonne soirée et au revoir tout le monde. Salut. Salut.